Bonjour, un exercice. Il faut analyser le document qui présente les conséquences d'une hémorragie. On pourrait vous demander ça même sans savoir ce que l'on a étudié en cours précédemment, même sans connaître les différents éléments qui constituent l'arc réflexe qui va permettre la régulation de l'activité cardiaque. On peut juste regarder les résultats expérimentaux et essayer de fournir une réponse argumentée. On a deux graphes, un qui représente la fréquence cardiaque en fonction du temps, le cardiogramme en A, et en B, la mesure de la pression artérielle en fonction du temps. On peut localiser l'hémorragie, ici, sur la pression artérielle, juste après T0. On observe que, il faut toujours pouvoir dire ça lorsque vous analysez un document. J'observe que, j'en déduis que. J'observe que le, au moment de l'hémorragie ou suite à l'hémorragie, la pression artérielle diminue. C'est logique. La personne qui présente une hémorragie, on peut prendre l'exemple d'un accident de la route ou d'un accident domestique, une coupure assez importante. Hum, Ça ne va pas être un petit saignement de gencive après le brossage des dents. C'est trop bref pour avoir une répercussion sur la pression artérielle. Mais on imagine une coupure assez importante. On observe que la pression artérielle diminue. C'est logique, si la personne perd du sang, ce sang va moins frapper sur la paroi des vaisseaux, au départ en tout cas, donc la pression artérielle va diminuer. Mais j'observe que, au bout d'un certain moment, à T1, et pendant quelques temps, la pression artérielle va réaugmenter pour revenir à sa valeur initiale. Ça, c'est très important de le mentionner. Ça introduit le concept de l'homéostasie, c'est-à-dire retrouver un paramètre, quelles que soient les modulations qu'il y ait pu y avoir, retrouver une valeur qui se rapproche de la valeur initiale. C'est le cas de la régulation de la glycémie, de la régulation de la température cardiaque, température corporelle, excusez-moi. Par exemple. Donc, on voit que la pression artérielle augmente, revient à sa valeur initiale. Qu'est-ce que je remarque également sur le schéma du dessus, ou le graphe du dessus, qui exprime la fréquence cardiaque en fonction du temps, que suite à l'hémorragie, la fréquence cardiaque augmente. Il y a plus d'événements en fonction du temps. On pourrait imaginer ici un électrocardiogramme et on voit que le nombre d'événements est plus dans un temps donné est beaucoup plus important par rapport à avant l'hémorragie. Donc ça porte un nom, augmentation de la fréquence cardiaque, c'est une tachycardie. On peut donner comme réponse que suite à une hémorragie, il y a deux événements. La pression artérielle va Alors, pendant l'hémorragie, la pression artérielle diminue, mais la régulation qui va s'opérer, c'est une réaugmentation de pression artérielle jusqu'à retrouver une valeur normale et une tachycardie. Comment peut-on expliquer cela? On a déjà étudié cela. Par contre, là, il faut prendre tous les éléments de l'arc réflexe un par un, dans le bon sens, en commençant par les récepteurs. Lors d'une hémorragie, c'est la même chose qu'une diminution de pression artérielle, une hémorragie. Les récepteurs ne sont pas activés. Ces barorécepteurs sont activés quand la pression artérielle est élevée. Donc ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas activés. Peu de potentiel d'action sur les nerfs de Hering-Ession, en tout cas moins qu'avant l'hémorragie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas activés. Ces nerfs sensitifs arrivent au centre bulbaire parasympathique cardiomodérateur qui n'est pas activé. CCM moins. Ceci a deux conséquences. Le nerf 10 qui part du CCM, si le CCM n'est pas activé, le nerf 10 n'est pas activé. Or, il est bradycardisant, donc je n'ai pas de ralentissement. Deuxième conséquence, si le centre cardiomodérateur ici n'est pas activé, du fait de l'interneurone inhibiteur, vous savez que les deux centres bulbaires fonctionnent de façon opposée,
Donc le centre cardio-accélérateur est activé, puisque le centre cardio-modérateur est inhibé. Donc le CCA bulbaire est activé. Le CCA médulaire fonctionne de la même façon que le CCA bulbaire. Donc on a ici un relais. Autre relais vers la chaîne ganglionnaire. Puis le nerf orthosympathique cardiaque va être activé. Or, ce nerf cardiaque, il est tachycardisant, il sécrète de la noradrénaline. On aura bien comme réponse une tachycardie. C'est ce que l'on observait ici. On avait une tachycardie. Et on peut l'expliquer avec la régulation cardiaque. Les barorécepteurs ne détectent pas d'augmentation de pression, puisque c'est une hypotension. Les nerfs de Hering-Westion ne sont pas activés, puisque barorécepteurs non activés. Ils sont reliés au CCM bulbaire, donc le CCM est inactivé, CCM-, donc le CCA est plus. Si le CCM est moins, le nerf 10 parasympathique n'est pas activé. Par contre, si le CCA est plus, le nerf cardiaque sympathique qui part du CCA est activé. Or, il est tachycardisant. Donc, la réponse est une tachycardie. Voilà comment on explique la tachycardie qui va permettre, à partir du moment où l'hémorragie est stoppée, parce que si la personne continue à se vider de son sang avec une artère fémorale, par exemple, qui est sectionnée, la personne va décéder. Mais si l'hémorragie est comment dire, contrôlée, s'il y a un début de coagulation, un garrot qui est posé, par exemple, ou une compresse fortement appliquée, pour éviter qu'il y ait une trop forte hémorragie, la pression artérielle, du fait de cette tachycardie, va revenir à sa valeur initiale. Deuxième, mais on vient de le faire, il faut, avec ce document, donner les conséquences d'une hémorragie. Ce qu'il faut, c'est analyser ceci. La représentation de la fréquence des potentiels d'action, PA potentiel d'action. Lors d'une hémorragie, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une fréquence faible de potentiel d'action. On voit qu'il y a peu de traits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par rapport à ici. Donc ça veut dire qu'il y a un trait, un potentiel d'action. Donc la fréquence de potentiel d'action, donc le nombre de potentiels d'action par unité de temps, est faible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas activés, ces nerfs de Hering et de Sion. Donc le centre parasympathique bulbaire n'est pas activé, comme on l'a vu. Donc le nerf 10, qui est modérateur, également n'est pas activé. On a une faible fréquence de potentiel d'action. Par contre, le centre bulbaire sympathique est activé, le centre médulaire sympathique est activé, et en effet, on peut le vérifier parce que la fréquence des potentiels d'action, elle est élevée. Il y en a, bon, c'est difficile à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus de 20. Sans rien connaître de tout ça, vous pourriez juste dire, j'observe que les nerfs de Hering et de Sion ont une faible fréquence de potentiel d'action, ainsi que le nerf 10, donc ces nerfs ne sont pas activés. J'observe que la fréquence des potentiels d'action est élevée sur le nerf sympathique cardiaque. Ah, là, il faut savoir, par contre, je sais que le nerf sympathique cardiaque entraîne une tachycardie. Donc, si j'ai une fréquence élevée, ça veut dire que ce nerf est actif. Donc, j'ai une tachycardie. Répondre aux questions. Les récepteurs sont-ils activés, oui ou non? Non. Les nerfs sensitifs sont-ils activés ou non? Non. Fréquence de potentiel d'action qui est faible. Quel centre bulbaire est activé? Le centre sympathique. Lequel est inhibé? Le centre parasympathique. Autrement dit, quel centre bulbaire est activé? Le centre cardio-accélérateur. Celui qui est inhibé, c'est le centre cardio-modérateur. Quel nerf moteur est activé? C'est le cardiaque. Je rappelle que les deux nerfs moteurs sont le 10 et le cardiaque. Un nerf moteur part des centres nerveux, va vers l'effecteur. Dans ce sens-là, on voit bien les flèches. Ce sont des centres des nerfs moteurs. Lequel est inhibé? Le nerf 10. Et la réponse du cœur est une tachycardie. Voilà pour aujourd'hui.